Pauline est la maman de 3 merveilleux enfants et praticienne en soins énergétiques. Lorsqu'elle tombe enceinte de sa première fille, son instinct aimerait déjà l'emmener vers le chemin de la naissance à domicile. Mais elle est jeune, c'est son premier accouchement. Elle se questionne beaucoup et choisit finalement d'accoucher sans péridurale en structure classique. C'est un accouchement rapide qui se déroule parfaitement, mais qui laisse Pauline très marquée par la violence qu'elle ressent dans les mots et certains gestes de l'équipe médicale. Plus jamais ça. Ce sont ses mots lorsqu'elle rentre à la maison avec son bébé tout neuf dans les bras. Lorsque sa deuxième fille s'installe au creux de son ventre, elle n'a aucun doute. Elle accouchera maintenant à la maison. Dans cette conversation, Pauline nous raconte son cheminement et ses 3 accouchements avec beaucoup de tendresse, douceur et vulnérabilité. Belle écoute! Bonjour Pauline, bienvenue ici. Je suis ravie de t'avoir avec moi pour cette conversation. Franchement, c'est un plaisir partagé parce que je suis en joie de pouvoir témoigner de mon parcours et de mes expériences auprès de toi. Eh ben, écoute, non, vraiment, c'est moi qui suis ravie de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler donc justement de toi, de tes grossesses, de tes accouchements et notamment de ton choix d'accoucher à domicile. Est-ce que tu peux commencer simplement par te présenter toi, qui tu es, où tu es, ce que tu fais et nous présenter un petit peu ta famille aussi. Ça marche. Donc moi, c'est Pauline, j'ai 35 ans, j'habite à Albi, dans le sud-ouest. J'ai 3 enfants, une grande fille qui a 11 ans, une moyenne qui a 7 ans et demi, et un petit Sacha garçon qui a 7 mois. Et je suis animée depuis toujours par devenir maman et creuser tout ce sujet de fond en comble parce que depuis que je suis toute petite, ça m'anime. C'est vraiment, j'avais 2 poupons, j'ai accouché de mes poupons, je les ai nommés, tu vois. J'étais vraiment à fond là-dedans. Donc c'est vraiment un sujet voilà, qui me passionne. Et je viens d'une famille où j'ai pas mal de frères et sœurs, une maman qui a fait aussi des démarches très naturelles d'allaitement et d'accouchement, qui sont nés à la maison aussi. Moi, personnellement, après, ça m'a amenée à très vite essayer de me comprendre, comment je fonctionne, et ça m'a amenée petit à petit à travailler avec l'énergétique. Aujourd'hui, je fais des soins énergétiques et j'aide vraiment les gens à se reconnecter à leur pouvoir personnel, à qui ils sont au fond d'eux, à ce qu'ils veulent vibrer dans leur vie. En fait, c'est ça qui est important pour moi, c'est de pouvoir aider les gens à se retrouver, à retrouver cette âme qu'ils ont au fond d'eux et moult choses dans leur vie se sont empilées au-dessus. On essaye de faire un peu le clair. Mais je fais ça parce que d'abord, je l'ai fait pour moi et je crois vraiment que mes grossesses, mes accouchements, mes nouvelles maternités à chaque fois m'ont aidée en fait, à trouver qui je suis, à me faire passer des sauts d'évolution, tu vois. À chaque fois, on croit qu'on y est, mais non, en fait, il y en a un autre encore. Et il y a encore des niveaux, il y a encore des couches qu'on découvre. C'est ça. C'est un peu le jeu vidéo, tu vois. Moi, je trouve que, voilà, c'est Mario. Tu gagnes un level à chaque fois. C'est ça. Ouais, et puis la course change un peu aussi, tu vois, selon les enfants. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est important de rayonner aussi et d'amener les gens à trouver ce rayonnement chez eux. Et je crois que dans cette démarche-là d'accouchement, que ce soit pour ma première pas à domicile ou les autres à domicile, c'était aussi respecter au plus profond l'enfant que je portais. J'avais envie de me mettre au service de sa venue au monde, en fait, aussi. Voilà. Il n'y a pas que moi, il y a aussi cet enfant, ce passage de cet enfant vers le monde de la matière dans lequel nous sommes. Et oui, c'est vrai ça c'est un sujet dont on parle peu parce que les principaux concernés ne peuvent pas témoigner, mais l'accouchement, en fait, on le voit forcément par le prisme de la mère, par voilà ce point de vue-là, la façon dont c'est vécu, mais c'est vrai que c'est la venue au monde en fait d'un être humain sur Terre, donc il y a quelque chose qui est quand même assez
incroyable qui se joue à ce niveau-là. Et c'est vrai que cette venue au monde pour le bébé, eux ne peuvent pas nous raconter comment ils le vivent, mais contrairement à ce qu'on a pu penser il y a quelques années, les bébés naissent quand même avec voilà, une âme, des émotions, des sentiments, et c'est vrai qu'on peut se dire que la venue au monde, finalement, leur naissance, ça doit être quand même une sacrée aventure pour eux. Donc, exactement. Dans la mesure du possible, plus on peut le respecter et le laisser faire comme le corps sait faire, plus facile doit certainement être l'expérience pour eux. Ce qu'on peut imaginer, en tout cas. C'est mettre de la conscience, tu vois. Nous, mettre de la conscience dans ce moment-là et se lier à leur conscience aussi, qui est déjà là, finalement. Absolument. Et donc, alors, tu nous disais, ta plus grande, qui a 11 ans, elle n'est pas née à la maison. Non. Alors, cela dit, tu nous as dit que donc, ta maman a accouché à la maison aussi de deux enfants. Donc, toi, comment tu as abordé en fait cette première grossesse? Tu avais 24 ans, si je ne dis pas de bêtises? Oui, c'est ça. J'avais 24 ans. Comme pour une première grossesse, quoi, j'avais un petit peu des peurs aussi qui étaient là, que j'avais pas encore résolues, parce qu'elles n'étaient pas là, je m'avais pas encore fait grandir par rapport à tout ça. Et donc, je voulais un accompagnement le plus naturel qui soit, en tout cas pour tout ce qui était préparation, tu vois, pendant la grossesse. Donc, on a fait de l'autonomie, pour vraiment être en conscience, le papa, le bébé et moi, ensemble déjà pendant les mois de la grossesse, apprendre à se connecter ensemble, à être déjà une famille alors que cet enfant n'était pas encore vraiment incarné, pas encore dans nos bras, on va dire. Mais c'était important déjà de mettre beaucoup de conscience pendant la grossesse. Moi, j'ai eu une grossesse qui n'était pas hyper simple parce que j'ai perdu mon emploi au début de la grossesse. Après, j'ai eu une sciatique qui m'a clouée, complètement clouée dans le canapé. J'avais beaucoup de mal à me mouvoir. J'ai pris énormément de poids. Enfin, il y avait vraiment plein de choses émotionnelles sur cette grossesse. Et j'étais suivie dans une clinique tout à fait classique, on va dire ça comme ça. Il n'y avait pas grand choix de toute façon là où j'étais. Et c'est vrai que j'y suis allée, moi, si tu veux, en faisant vraiment confiance, en étant vraiment dans la confiance des professionnels que j'allais rencontrer. Donc je suis quelqu'un qui accorde facilement ma confiance, qui est très vite voilà, dans le lien avec les personnes. Et puis j'ai trouvé une sage-femme en parallèle qui me suivait, qui m'a fait la préparation à l'accouchement, en ayant en tête que je voulais un accouchement physiologique, je voulais me passer de péridurale, et j'ai vraiment fait un travail, tu vois, de mindset, plus, pour vraiment me dire que je pouvais y arriver et que mon corps, en tout cas, savait faire. Et c'est hyper important, je pense, ce travail, il est assez nécessaire pour justement avoir entrer en fait le jour de l'accouchement dans cette expérience en ayant confiance en soi. C'est je pense primordial en fait dans la réussite du projet. C'est primordial, je pense que si on se dit ouais je veux faire ça, mais qu'au fond on a la petite voix qui vient nous dire non, en fait, t'es pas capable. Non, mais en fait, t'y arriveras pas. Mais en fait, tu tiendras pas. Ce jour-là, le jour de l'accouchement, la petite voix, elle va prendre toute la place. Exactement. Donc, elle prend toute la pièce vraiment... même. Ouais, c'est ça. Donc, il faut arriver déjà en amont pendant la grossesse à la driver, la petite voix. Ouais, clairement. Et pour le coup, il y a pas, les 9 mois de grossesse ne sont pas de trop pour ça. Ouais. Ah ouais, carrément. Personnellement, ça a été vraiment les lectures qui m'ont boosté avec le plus de témoignages possible. J'ai lu des tonnes et des tonnes et des tonnes de témoignages de personnes en France ou à l'étranger qui ont accouché à domicile, même pour ma première, c'est juste pour me mettre dans l'état d'esprit de qu'est-ce que c'est de faire seul. Voilà, laisser faire seul et pas dépendre. Le système est là au cas où, et là s'il y a besoin, et voilà, on leur remercie d'être là pour ça. Mais le corps de la femme sait faire, et c'était très important pour moi vraiment de me relier à ça.
Donc, voilà, je sais pas si tu veux après que je développe les lectures. Je peux donner quelques petits noms aussi, si besoin. Alors ça, je pense que ça peut toujours servir s'il y en a qui t'ont particulièrement marqué et que tu trouves importantes pour celles qui pourraient avoir le projet. S'il y en a un, vraiment, même pour des personnes qui accouchent à l'hôpital, qui ont ce projet-là, mais qui veulent pas de péri, c'est j'accouche bientôt, que faire de la douleur. Ça a été écrit par une sage-femme et voilà, bon, il est assez connu quand on creuse le sujet. Je crois que je pourrais le lire, le relire. Ça met en confiance. On comprend que voilà, tout est, il y a rien de laissé au hasard dans le corps humain. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de connaître toutes les étapes, tu vois. Comment vraiment physiquement ça se passe dans le corps. Qu'est-ce qui se passe, comment les hormones ça se passe. Et on se rend compte que finalement, c'est un peu comme une recette, quoi. Si tu suis la recette, pas de couac normalement. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est comme tu dis, hein, rien n'est laissé au hasard dans le corps et le corps est fait pour ça. Et comme tu dis, voilà, la médecine est là pour accompagner quand il y a pathologie, mais quand il n'y en a pas, le corps sait faire naturellement. Oui, pour cette première grossesse, donc tu es suivie par une sage-femme, tu fais cette préparation toi de ton côté en plus de ce qu'elle te propose. C'est ça. Et j'imagine qu'en plus à l'époque, parce qu'il y a 11 ans, c'était peut-être pas. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, donc de l'accouchement physiologique sans péridurale. Il y a 11 ans, c'était peut-être pas un sujet qui était aussi démocratisé, on va dire. Est-ce que tu t'es sentie justement soutenue dans ce projet Je me suis pas du tout sentie soutenue. Clairement, on n'en parlait pas autant. C'était juste avant aussi que la parole des femmes se libère sur les violences obstétricales. On n'en parlait pas non plus, hein, franchement, il y a 11 ans. Donc cette sage-femme, si tu veux, moi j'étais hyper contente de l'avoir sous la main parce que elle prenait vraiment un accouchement physiologique. Elle m'a donné beaucoup de clés. Elle m'a permis aussi de venir la consulter un peu quand nécessaire sur les derniers jours avant terme pour me dire si le travail se mettait en marche, pour éviter en fait d'aller trop tôt en clinique. Et ça m'a apporté un grand soutien. Elle a été d'un grand soutien. Sinon, autour de moi, on me regardait comme ça. Et puis quand j'ai fait la prépa à la clinique, on m'a dit oui, on en reparlera hein, de sans péridurale. On reparlera le jour J. Évidemment. Et la nana, je l'ai regardée comme ça, tu vois. Et puis elle nous avait fait visiter les locaux et elle nous avait fait nous mettre en position obstétricale sur la table, quoi, en nous disant voilà, le jour J, vous serez comme ça. Et là, je me suis dit mais donc ça veut dire moi, toutes les filles qui sont là, enfin tu vois, toutes on est dans le même truc quoi, enfin on est le même bateau. On doit accoucher exactement de la même façon. On accouchera comme ça. Et alors là, moi si tu veux, c'est venu me heurter quoi, tu vois. Non, moi je vais pas faire ça, je crois. Donc ça m'a vraiment encore plus aidé à me dire oulala, je sens qu'il y a des choses que je vais pas vouloir. J'avais fait un petit projet de naissance aussi pour respecter par exemple un clampage tardif du cordon, certaines choses qui à 11 ans se faisaient encore, certaines prises de vitamines qui se font plus aujourd'hui pour le bébé du tout, mais qui se faisaient à ce moment-là. Donc si tu veux, j'étais un peu celle qui allait mettre les pieds dans le plat en arrivant. Il en faut, ça ouvre le chemin. C'est ça, mais alors c'est quand même difficile. C'est pas confortable, j'imagine. C'est pas confortable. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée dans cette mater un soir en étant donc certaine que j'allais accoucher puisque je revenais du cabinet de ma sage-femme libérale où elle m'avait dit « Ah la Pauline, c'est bon, c'est le bon moment. » Entre tous les allers-retours chez elle, rechercher l'appareil photo, le sac de mater, j'étais arrivée, j'étais à 5 cm. Donc c'était vraiment lancé, tu vois. Effectivement, c'était bien lancé, oui. Voilà, c'était bien lancé. Et je suis arrivée en me disant, je sonne et je dis, voilà, j'accouche, quoi. C'est pas, peut-être je vais accoucher, tu vois, c'est ça, en fait, j'accouche, quoi. Et elles se sont pas pressées de venir ouvrir. Et puis elles m'ont dit, oui, on va voir si c'est bien ça. Et
Et là, je me suis dit, mais déjà, je suis pas considérée. Là, déjà, gros souci, c'est que je me sens pas considérée. On va vous faire un monito. Je dis, écoutez, là, c'est très compliqué pour moi de m'allonger parce que c'est très actif. Ah, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, ok, 11 ans se sont passés, donc ça bouge beaucoup. Ouais. Et là, mes amis ont dit, bon, en effet, vous êtes à 5 cm, je vais chercher l'anesthésiste dans la pièce d'à côté. Et je la regarde et je lui dis, mais non, mais non, j'en veux pas de votre anesthésiste, je vais accoucher sans péri. Et la nana me regarde et me dit, vous voulez souffrir? Moi, j'ai tout eu à ce moment-là, tu vois. Et là, je me suis dit, mais peut-être que tu es en train de faire une connerie, Pauline. Peut-être que ça serait bien de prendre la péri, parce que vu comment un professionnel te regarde en te disant ça, c'est en fait, je vais au casse-pipe toute seule. Après tout, j'ai jamais accouché, tu vois, donc je sais pas. Et sa parole a été très dure à entendre parce que, bah oui, les médecins, les obstétriciens, les sages-femmes ont quand même un peu cette suprématie sur la femme qui est en train d'accoucher. Leurs paroles comptent double, triple, et c'est pas évident. Bah, je crois que malheureusement, dans notre société aujourd'hui, la médecine a été placée sur un piédestal, alors qui sur certaines choses n'est pas justifié à mon sens. C'est-à-dire que la médecine est là pour accompagner quand il y a des pathologies, est là pour soigner quand et encore dans les médecines traditionnelle ou orientale, la médecine est là pour prévenir les maladies. En France, c'est pas le cas. La médecine est là pour soigner les maladies et effectivement, on a un peu élevé au rang presque de demi-dieu les médecins de manière générale qui ont le savoir sur le corps des êtres humains, hommes et femmes, et notamment dans cette situation, les médecins qui ont le savoir sur le corps de la femme, sur comment il accouche. Et c'est vrai que quand on entend un médecin nous dire vous allez jamais accoucher sans péridurale, bah forcément dans notre tête il y a quand même quelque chose qui se dit ah mais peut-être qu'en fait c'est pas possible. C'est clair. Donc c'est très déstabilisant, j'imagine, d'entendre ça quand t'es en travail, quoi. C'est ça. Et puis il y avait mon compagnon. Ma sage-femme libérale lui avait dit il va falloir que tu tiennes et que tu lui dises non, prends pas la péri, tiens bon. Et je la regarde et il me dit fais comme tu veux. C'est panique à bord. Tu vois. Et là, donc je regarde la sage-femme et je lui dis bon, c'est clair, si ça dure 48 heures comme ça, c'est pas la peine. Mais elle me dit ah non, vu comment vous êtes là, dans quelques heures c'est fini, hein. Et là, si tu veux, ça m'a fait un regain d'énergie. Je me suis dit quelques heures, bon allez, courage, on y va, quoi, tu vois. Et puis bah comme la personne que tu as enregistrée la dernière fois, j'ai un accouchement très rapide. C'est-à-dire que le temps de traverser d'une salle à une autre, je me suis littéralement projetée sur la table et je leur ai dit, elle est là, quoi. Et ces pauvres sages-femmes, je les ai prises de court parce que il y avait pas les étriers, elles étaient pas, enfin, on n'avait pas la Charlotte, le truc, le machin, et il a fallu qu'elle m'aide à accoucher, enfin elle m'assiste, alors que ce bébé s'engageait tout seul et tout était très très rapide. Et là elle me dit je vous perce la poche des os parce que ça gêne la progression, sachant que ça faisait peut-être 35 minutes que j'étais à la clinique, tu vois. Oui, et elle me perce la poche. Il n'y avait pas d'urgence. Je pense que ça devait aller, tu vois. Elle me perce la poche. Elle me l'a dit, elle me l'a percée. Et là, bah, si tu veux, ma fille, elle a fait toboggan. Elle a glissé toute seule, quoi, parce qu'il n'y avait plus de poche, elle était prête à sortir. Et moi, bah, tu vois, c'était l'époque des premiers baby-boom à la télé, où tu voyais les nanas sous péri, forcées comme des dingues et tout. Et moi, je me suis dit, Pauline, là, il faut tout donner pour pousser un coup, tu vois. Alors qu'en fait, il y avait pas besoin, mon corps il était pas anesthésié, donc il poussait tout seul, et dans ma tête je me suis dit faut pousser, et bah, forcément je me suis fait une petite déchirure, voilà. Elle est sortie trop vite, elle était un peu sonnée parce que
il y avait la partie intuitive et il y avait la partie qui appliquait un peu ce qu'elle avait retenu de tout ça. Ouais, oui. C'est quand même des années et des années de déconstruction quand même, parce que donc il y a ces images qu'on a de l'accouchement qui est très douloureux, qui prend du temps, qui aussi est très dirigé. Donc forcément, toi, tu arrives à ton premier accouchement, il y a une partie de toi qui, même si tu as quand même fait beaucoup de recherches, tu t'es quand même beaucoup nourri sur le sujet, il y a quand même une partie qui reste qui imprégnée de toutes ces années et de toutes ces choses qu'on a vues avant, et de bon bah voilà, la tête est là, il faut pousser quoi. Bah, c'est ça, puis je pense qu'au niveau cellulaire, nos grands-mères et tout, enfin, c'était quoi leur représentation de la maternité, c'était quoi leur représentation de l'accouchement, c'était surtout subir en fait, c'était surtout subir tout, parce qu'il n'y avait pas cette conscience qu'on a nous aujourd'hui qui était posée, ce regard-là sur l'accouchement, et tout ça, on l'a en nous, quoi, ça nous a été transmis dans nos lignées féminines, et donc on le porte, et c'est vraiment un passage au sens rituel du terme que d'accoucher, parce que on libère aussi toutes ces mémoires en nous, on va les libérer, on va les transmuter, et puis moi j'avais une fille, donc je voulais lui transmettre déjà une hétéro qu'on pouvait avoir un autre regard, on pouvait faire autrement, quoi. C'était hyper important pour moi. Et donc là, on me pose ce bébé sur moi, et j'avoue qu'un accouchement rapide, des fois on galère un peu à se dire ça y est en fait ce bébé il est là, parce que oula mais attends, il y a une heure on était en voiture. Bon, ouais. Donc en fait elle est venue très rapidement. Elle est venue très rapidement parce que j'avais fait beaucoup de faux travail avant. D'accord. Puis je m'étais aussi bien préparée, je vais revenir je pense sur les accouchements à domicile, mais avec de la tisane de framboisier, avec de l'onagre, avec plein de petites choses, de l'homéo, pour faire que le jour où il y a les contractions, elles soient plus efficaces. Et donc il y avait tout le travail. Et ça avait bien marché donc. Et ça a donc bien marché. mais bon, il n'y aurait pas eu le fait de percer la poche à ce moment-là, je pense que ça aurait pris un petit peu plus de temps, même si ça se serait peut-être compté qu'en minutes, mais pour elle, comme pour moi, je pense que ça aurait été nécessaire. Et tout ça m'a semblé très invasif, en fait, tu vois, très, très invasif. Surtout que, à ce moment-là, comme tout allait vite, moi, je t'avoue que j'étais là sans être là, le para-animal quand même, et hormonal qui fait que on sait qu'on est là, mais on ressent plus les choses, quoi. Le corps est bien fait, la douleur, tu vois, sur des moments clés, mais pas tout le temps. T'es un peu anesthésiée à ta façon avec les hormones. Ouais. Et pendant ce temps-là, elle m'avait fait une perfusion de syntocine pour donc qui est une hormone de synthèse. L'ocytocine de synthèse. Voilà, une ocytocine de synthèse qui accélère les contractions, chose que je n'avais pas franchement besoin à ce moment-là, et aussi qui fait donc que la délivrance est entre guillemets un petit peu dirigée, puisque le placenta va plus qu'assurément sortir avec ça. Donc je me suis pris un placenta qui est sorti tout d'un coup, un obstétricien en clinique qui arrive et qui normalement est présent tout le long pour pouvoir ensuite justifier de ses honoraires, et c'est pas les sages-femmes normalement, tu vois. Bon là, malchance pour lui, c'était les sages-femmes, il fallait, parce que tout a été rapide, elles ont dû se justifier auprès de lui, et donc il m'a recousu comme il serait allé se recoudre une chaussette. Et donc vraiment là, j'avais l'impression de prendre des claques, quoi, au fur et à mesure de cet accouchement rapide, ok, mais les conditions autour étaient quand même assez hallucinantes, et je me suis dit que voilà, bon nombre de femmes subissaient ça. Ouais. Oui, et puis subissaient ça, et en nous disant que c'est comme ça, et que c'est la norme. Et que c'est comme ça. Et que c'est normal qu'on nous dirige à ce point, et puis qu'on recoudre la déchirure quand tu es anesthésié, c'est une chose, quand tu ne l'es pas, c'en est une autre, et du coup j'imagine que l'expérience est pas franchement agréable. Voilà, c'est tout. T'es content d'avoir ton bébé, tu vois, t'es content. Oui, heureusement que tu as ces hormones-là pour justement accompagner, mais c'est vrai que la façon dont peuvent être traitées les femmes à ce moment-là, alors encore une fois, c'était il y a 11 ans, mais
je suis pas sûre qu'on soit fondamentalement toujours très loin quand même aujourd'hui de la vérité. Je pense que ça reste un petit peu, ça reste un petit peu encore la même chose. Exactement. Moi, j'ai des amis qui ont accouché récemment et qui ont pas. Voilà. Alors après, du coup, c'est vrai que j'avais fait ce choix de sans péri parce que je voulais être maîtresse de mon corps, de mes émotions à ce moment-là, de ma mobilité surtout. On m'avait vraiment dit que ma mobilité au moment du travail, moi je suis restée debout tout du long jusqu'à vraiment le moment où elle sort, à mobiliser le bassin, à marcher, à faire du ballon, plein de choses, mais en me reliant à ce qui me faisait du bien à ce moment-là, tu vois. Et donc moi j'ai pas mal de copines qui accouchent en ayant envie de prendre la péridurale, et c'est pas du tout une critique de ma part, chacun fait ce qui est en conscience pour lui bon à ce moment-là. Voilà, exactement, pour vivre, puis pour vivre à sa façon. Mais du coup, ça enlève beaucoup de mobilité au corps et ensuite, bah oui, on est un peu elles sont un peu dépendantes ensuite de ce qu'on leur dit de faire, puisque ma sage-femme qui m'a ensuite suivie sur l'accouchement à domicile, elle m'a dit, à partir du moment où nous, on induit quelque chose, c'est plus physiologique. Donc elle m'avait bien dit, la première fois où elle m'a accompagnée, qu'elle ne ferait aucun geste. On perce pas la poche des os, on fait rien. Parce qu'à partir du moment où on le fait, c'est plus la physiologie du corps, c'est plus ton corps qui est en train de gérer. Il y a eu quelque chose qui est venu le perturber, et ça, on sait pas comment il va y réagir. Alors que quand tout est physio d'un bout à l'autre, là, il y a une continuité, ton corps, il est dans une dynamique, et on peut avoir confiance dans ce corps à ce moment-là. Par contre, dès qu'il y a quelque chose d'induit, c'est plus le cas. Et oui, on sait comment se passe la physiologie, mais dès qu'il y a un petit changement là-dedans, forcément, ça induit des facteurs de risque. Hein. Et oui, tout à fait. Donc bon, tu vois, j'ai une expérience un petit peu particulière la première fois. Ouais, qui se passe en théorie, voilà, comme tu l'avais envisagé, accouchement physiologique, mais il y a quand même pas mal d'interventions malgré tout. Et j'imagine que ça te laisse un sentiment un peu amer. Ouais, un peu amer, surtout que après tu remontes en chambre, on te vient te voir régulièrement. Moi du coup je perdais beaucoup de sang parce qu'avec cette histoire de syntocinon par-dessus, du coup ça m'avait créé énormément de contractions supplémentaires à l'accouchement rapide, et donc je perdais beaucoup de sang, donc j'étais surveillée, du coup j'avais du mal à bouger pour m'occuper de mon bébé. C'était compliqué. J'ai eu une montée de lait hyper tardive, au 7e jour pour ma première, donc beaucoup de pleurs, beaucoup de choses compliquées. Je suis rentrée au bout de 4 ou 5 jours, je me souviens plus exactement, à la maison. Et c'est là que les choses ont commencé à aller mieux. C'est quand j'ai retrouvé mes odeurs, c'est quand j'ai retrouvé mon chat, mon entourage, mon cocon, ouais, voilà. Et là, il y a eu, je pense, un travail qui s'est fait à l'intérieur de moi de plus jamais ça. Ouais, avec le recul aujourd'hui, la façon dont tu le racontes, il semblerait que tu l'aies pas hyper bien vécu, du coup, ce premier accouchement. Non, je l'ai pas bien vécu, et en plus tout le monde te dit « Ouais, attends, déjà t'as eu un accouchement super rapide, va pas te plaindre, c'est trop bien un accouchement rapide !» Ouais, ok, mais je crois que pour moi, l'accouchement lui-même a été moins violent que les violences psychologiques finalement de ces petites paroles anodines de chacun, du temps passé dans la maternité où je trouvais que rien n'était fait pour la douceur, tu vois, tout était un petit peu violent. On rentre dans ta chambre, voilà, on te regarde pour voir, tu vois, avec la déchirure, sans te dire ça vous dérange, machin. Le consentement, bon, c'est une notion qu'on aborde aujourd'hui, mais qu'on n'abordait pas à ce moment-là. Il n'en était pas trop question il y a 10 ans, oui, effectivement. Non, c'est clair. Donc, moi, ça me heurtait. Alors, je suis certes quelqu'un de sensible, d'assez hypersensible, mais tout était vécu pour moi trop, trop fortement. Donc, je savais que je savais déjà avant cet accouchement qu'on avait tout en nous, et je me suis dit, voilà, t'as voulu voir ce que ça faisait de mixer un peu les deux. Visiblement, c'est pas hyper compatible, en tout cas par rapport à ce que je voulais moi. Et donc, pour ma deuxième grossesse,
je savais que ça serait pas à l'hôpital. Je savais pas encore, tu vois, comment j'allais faire pour que ça le soit pas. Mais clairement, il fallait pas que ça le soit. Donc, du coup, après, tu te mets en marche dans ta tête sur des recherches, sur voilà, quand tu sais ce que tu veux pas, ça te permet de te repositionner quand même. Bien sûr. Et puis du coup de chercher aussi voilà dans les lectures, dans les témoignages, des choses qui valident encore plus ce choix du coup de faire sans la médicalisation, quoi. Ouais, là, c'est hyper important le mot valider, tu vois. Parce qu'on est dans une société où si on n'a pas des réponses par A plus B écrits, qui soient prouvées, témoignages, voilà, prouvés. Exactement. Et bien on doute. Et si on doute et qu'il y a de la peur, les projets se mènent pas à leur terme parce que quand il y a trop de peur, ça empêche la réalisation, ça empêche la concrétisation, hein, comme un projet pro, tu vois. Enfin, c'est pareil. Oui, absolument. C'est la même chose. Ouais, ça limite, ça bloque, hein, donc c'est ça. Donc c'est sûr qu'il faut réussir à passer au-delà de ça grâce à ces récits, grâce à voilà ces choses qui te redonnent du pouvoir. Et du coup, le pouvoir, tu vois, c'était vraiment ça. Je me suis dit, il faut que je trouve la personne qui va m'aider à ça, qui va cheminer avec moi, qui fera pas à ma place, tu vois, qui va pas m'accoucher. Ça, c'est quand j'entends, comme on disait en échange toutes les deux, c'est un tel qui va m'accoucher. Non, clairement, tu accoucheras quand même toute seule, quoi qu'il se passe. C'est ton corps qui accouchera. Mais tu sais, je trouve cette façon de l'exprimer assez représentative hein, du shift qu'il y a eu, du transfert de pouvoir dans les mains des médecins. C'est pas, je pointe pas du doigt évidemment les femmes individuellement, même si on a quand même chacune aujourd'hui notre responsabilité de se réapproprier ça. Il y a eu à un moment donné un tournant où la médecine est arrivée, voilà, un peu en sauveur, en super-héros des femmes qui accouchent, mais de manière bien trop extrême, bien trop invasive et à tel point que, voilà, comme tu le dis, aujourd'hui, ça demande une grosse déconstruction que de dire c'est moi qui accouche, c'est pas le médecin qui m'accouche. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup écrit, on l'entend beaucoup encore aujourd'hui. Et je trouve ça important, voilà, que des femmes puissent voilà, avoir conscience de ça et le transmettre aussi, de dire que voilà, c'est moi, c'est mon corps qui fait et voilà, d'en être conscient. C'est pas pour autant que voilà, il peut y avoir quelqu'un qui soit là, qui soit présent pour nous assister, pour nous accompagner, pour nous soutenir, mais quoi qu'il arrive, c'est toi, ton corps de femme qui fait ce travail-là, quoi. Et c'était important du coup de trouver quelqu'un, tu vois, qui puisse et m'accompagner dans ce cheminement-là et qui sera présente surtout le jour J pour pouvoir m'apporter quand même ce cocon, cette sécurité de me dire ok, moi si je gère pas à un moment ou si elle en tant que professionnelle elle dit qu'il y a un souci, c'est elle qui gère ce côté-là. C'est parce que nous on a le côté ok, notre corps sait faire, ce pouvoir qu'on a et tout, mais on a, surtout au moment où tu accouches, tu es plus vraiment dans l'objectivité de ce qui se passe. Quand t'es pas t'es quand même vraiment connecté à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu vois plus la vue d'ensemble, on va dire. Donc moi j'ai trouvé une sage-femme qui répondait à ces critères-là. Il y en a très peu des sages-femmes qui font des accouchements à domicile. Faut parfois les trouver un peu loin. Moi, elle est à 1 heure de route d'Albi. D'accord, j'avais demandé s'il y en avait une dans ta région, mais du coup, un petit peu loin. Il y en a sur Toulouse, il y en a sur Castres qui ont monté des maisons de naissance. Mais moi, c'était la maison de naissance. Déjà, il y avait 1 heure de route. Avec mon accouchement qui était allé très rapidement la première fois, je me voyais pas faire de la voiture. J'avais peur d'accoucher dans la voiture. Oui, je comprends. Jamais, tu vois. Bon, on va pas tenter le diable. Et puis, je crois que j'avais envie d'être chez moi, quoi. J'avais envie d'être dans mes repères, parce que finalement, je me suis dit, je suis arrivée à 5 cm. Bon, la fin, j'aurais pu le faire à la maison. J'aurais été mieux, quoi, tu vois.
Donc du coup, elle nous reçoit. C'est important pour elle de bien débriefer déjà sur qu'est-ce qu'on perçoit nous comme accouchement à domicile, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en fait déjà, parce que je pense qu'il y en a qui pensent aussi, et c'est pas forcément là pour moi à juste titre, mais que ça soit pas assez sûr, tu vois. Il y a des gens, c'est vraiment un peu, oui, c'est accoucher tout seul, tu vois. Moi, c'était pas mon optique. J'avais envie quand même d'avoir quelqu'un qui assure donc ce côté sécuritaire. Et puis elle, elle nous explique, voilà, quel sera son rôle, le fait donc on aura beau demander, elle percera pas la poche des os, elle fera pas de gestes invasifs, elle sera là si je le demande, elle sera en retrait si j'en ai besoin, elle sera celle, voilà, qui s'adaptera à moi au moment, parce qu'on a beau avoir des plans, des fois le jour même, on est tu vois, moi, nous avait fait faire des prépas de, tu sais, ton conjoint qui t'aide, voilà, à te soutenir, à te dire certaines paroles et tout ça. Et moi, pour mon deuxième accouchement, je voulais même pas qu'il soit à côté de moi. Ouais. C'est vrai que ça, on le dit pas trop, mais ça peut arriver effectivement qu'au moment de l'accouchement, en fait, t'aies besoin vraiment d'être dans ta bulle et d'être, voilà, de cheminer toi-même. Le travail se fait avec ton bébé, donc t'es pas réellement seule, mais d'avoir besoin qu'on te fiche la paix, quoi. C'est ça. Alors du coup, tout ce qui s'est passé avant, donc finalement, elle te suit pendant la grossesse, comme le fait la sage-femme ou le gynéco. Hein, il y a un rendez-vous par mois et elle vient à la maison le dernier pour voir le lieu, pour être sûre que tu es bien acheté tout ce qu'il fallait, petites choses de protection, des petites choses pour le soin du bébé, pour toi, voilà. Et puis que tu es un peu imaginé là où ça pourrait se passer pour pouvoir un petit peu visualiser, te projeter, voilà, qu'au dernier moment, ça soit pas le bazar. Et puis que la pièce soit chauffée à une certaine température, hein. Il faut monter jusqu'à 25 degrés pour l'arrivée du bébé, pour qu'il soit, voilà, dans une condition optimale d'arrivée. Et puis l'appeler suffisamment en amont pour qu'elle puisse t'aider au téléphone s'il y a besoin, si t'es un peu en stress ou quoi, et puis qu'elle ait le temps de se préparer, de venir. Donc elle savait que j'avais eu un accouchement rapide, du coup j'ai pas trop tardé à l'appeler. Et au final, voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire un accouchement rapide? J'ai accouché en 1 heure pour ma première à la clinique, mais tout le travail avait été fait avant à la maison. Bien sûr. Pas vrai. C'est pas passé 1 heure, tu vois. Oui, c'est pas le début des contractions et 1 heure après on accouche. Bien non, sûr. Effectivement. Oui. Et là, du coup, je dirais que mon accouchement a été plus long, mais c'est pas vrai, parce que finalement, ça a commencé, tu vois, dans la nuit, un peu à m'embêter. 6h du matin, je lui ai écrit. Ma fille est née à 14h, mais en fait, c'est juste que je suis pas partie de chez moi. Donc, il n'y a pas ce moment de te dire, bon, allez, go, on y va. Et à partir de ce moment-là, tu chronomètres, quoi. Oui, effectivement. Donc, la notion du temps est totalement différente. À midi, on m'a demandé si j'avais faim. J'ai grignoté un truc tranquillou dans ma salle de bain parce que c'était ma bulle, c'était ma salle de bain. J'avais besoin de rester dans ma salle de bain. C'était le plein hiver. C'était le 30 décembre. Tu vois, la maison, t'avais besoin vraiment de la chauffer pour te sentir bien. Et j'ai mangé comme ça. Mais quelle femme mange son petit feuilleté épinard chèvre une heure et demie avant d'accoucher non, j'ai voulu descendre à la cuisine et j'ai pas réussi. Tu vois, mon corps, il voulait plus que je bouge d'endroit. Et puis, c'était rigolo. Et mon homme, de temps en temps, il venait et je disais non, laisse-moi tranquille. Et la sage-femme, de temps en temps, elle venait parce qu'elles font un Doppler de façon régulière, en fait, jusqu'au moment de la naissance pour s'assurer que le bébé aille bien, parce que la femme, elle voit bien comment elle va, mais pour s'assurer quand même que le cœur du bébé suive le mouvement. Et donc, elle venait faire ses petits Dopplers et puis elle repartait. Je la voulais pas. Je voulais personne. Ouais, tu voulais vraiment être seule. C'était assez rigolo. Ouais, et pourtant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être entourée. Donc, voilà, comme quoi, c'est vraiment à ce moment-là que le corps, c'est ce qui est bon pour nous, quoi. On peut pas l'anticiper. Et puis après, je les ai appelés parce que j'ai senti ma fille s'engager dans le bassin. Et jusque-là, j'avais passé toute la matinée debout, j'étais debout. Et quand elle est arrivée, il y a eu cette phase de désespérance, celle où on se dit
mourir, qu'on n'y arrivera jamais, que ça passera pas, que voilà, hein, qui est là. Mais si tu veux, mentalement, je savais où j'en étais. Elle m'a dit, mais là, tu sais que c'est physiologique. Tu sais que si tu as ces pensées-là, c'est que c'est la fin. C'est que tout se déroule bien. Et le fait c'est que tu y es presque. C'est que tu y es presque. Et puis, elle n'a pas dit grand-chose, mais ce qu'elle m'a dit, ça a été hyper puissant parce que je me suis dit, waouh, t'as quasiment tout fait. Donc, ça booste, tu vois. C'était des paroles d'encouragement et puis des paroles prononcées par une professionnelle, mais de façon posée. Et donc, tu sais que ça va, tu vois. Il n'y a pas de... T'as pas senti la faille, ça tergiverse pas. Tu sais que ça va. Et que ça va bien se dérouler. Et juste, elle me disait, mais reste pas debout, tu vas fatiguer debout. Et je lui disais, non, je vais rester debout. Je sens que je suis à ma place, quoi, tu vois. Je suis vraiment à ma place comme ça. Et donc, la gravité a fait le reste. Un bébé de 4 kilos, sans déchirure, sans rien, absolument pas plus de douleur que pour la première fois, parce que j'ai vraiment donné carte blanche à mon corps, tu vois. Je lui ai dit... Voilà, moi je vais être là pour rester debout, pour te soutenir, mais tu vois, je visualisais tout le long de l'accouchement vraiment ce faisceau de passage, quoi. C'était, moi je suis le canal pour la venue au monde de mon enfant, mais je dois lui. Et c'est d'une certaine façon aussi lâcher prise sur ce que je dois faire et en fait laisser faire plutôt le corps, se dire que presque la conscience elle peut nous quitter à ce moment-là, que en fait le corps fera de manière instinctive et de manière voilà tout à fait naturelle, sans qu'on ait besoin de se dire ah ouais là peut-être qu'il faudrait que je prenne telle position pour aider le cheminement. Vraiment quand on écoute le corps à ce moment-là, il fait automatiquement ce qu'il a besoin de faire pour que ça progresse correctement. C'est dans mes lectures. Dans tout ce que j'ai lu, j'avais surtout retenu vraiment l'essentiel, c'est la chaleur, le très peu de luminosité, juste pour y voir, et pas de nuisance, que sonore, tactile, tout ça. Parce que c'est dans ces moments-là que tu sécrètes un maximum d'hormones qui vont t'aider à avoir un accouchement justement rapide. Parce que quand tu pars de chez toi, qu'il faut te présenter à quelqu'un, qu'il y a plein de lumière en néon, qu'en plus on va te toucher. Tout ça, c'est des mécanismes de protection que ton corps va mettre en place et ça va te fermer. Ça va te fermer. Oui, on se rend exactement. pas compte, mais ça crée du stress, ça ralentit. Ça crée du stress et ça vient ralentir tout le cocktail chimique prévu de base pour que l'accouchement soit physiologique, rapide et le moins douloureux possible. Donc vraiment, j'avais retenu ça, j'avais retenu juste ces trucs-là. Donc je suis restée dans ma pénombre, peu de stimulation, beaucoup de chaleur, plus pour le troisième. Il y avait vraiment je me suis dit... Et ton aînée, à ce moment-là, elle était là ? Alors mon aînée, elle était là, c'est vrai, elle était là, elle était pas loin, elle gravitait, et c'est génial parce qu'elle ne venait me voir que entre les contractions. Donc là aussi, ils ont un instinct, elle avait 3 ans et demi, et elle ne rentrait dans la salle de bain qu'au moment où je pouvais l'accueillir. C'était fou, avec du recul, c'est fou, tu te dis, mais... Et puis, j'ai une copine qui m'a écrit, la seule qui était dans la confidence que c'était en train de se passer, et elle m'a dit, mais si tu veux, là, je te la prends pour qu'elle vienne jouer un peu, parce qu'on pensait que ça allait être plus long, tu vois. J'ai dit, tu veux aller jouer un coup ? Ouais, je veux aller jouer. Elle est partie, et j'ai accouché 1 heure après. Et donc peut-être qu'inconsciemment ça m'a libérée aussi de quelque chose, même si son papa gérait, elle était pas stressée du tout, on avait beaucoup abordé les choses. Puis 3 ans et demi, ils ont pas besoin des mêmes explications que ils ont pas courant aussi, hein. Non, et puis surtout ils ont pas les peurs que nous on a développées par la suite sur voilà l'insécurité que ça peut représenter. Ils ont pas du tout ça. Pour eux, c'est voilà, le bébé il est dans le ventre de maman, à un moment donné il faut sortir, donc voilà, hein, c'est presque c'est plus naturel pour eux en fait. Ouais, et bon, on avait un peu briefé sur la possibilité qui est... alors j'étais plutôt assez intériorisée, fait pas partie des femmes qui ont trop crié, en tout cas pour ce 2e accouchement, mais je l'avais briefé là-dessus pour pas qu'elle ait peur, tu vois, de ce qu'elle aurait pu entendre. Mais après, sinon, on avait nos voisins qui étaient prêts à la gérer si jamais il fallait qu'on parte à l'hôpital, on avait un petit peu tout
quadrillé, tu vois, quand même. Mhm. Et c'est vrai que là, j'accueille ce deuxième bébé et tout de suite, ben, t'as pas ce truc de, tu vois, des draps de l'hôpital qui viennent te gratter, vous mangerez quand vous serez en haut, on va voir ce qui traîne dans un coin. Putain, moi j'ai la dalle, amenez-moi à manger. T'as fourni un effort surhumain quand même à ce moment-là, donc du coup tout et est donc bon, un accouchement, une naissance de bébé qui se passe à merveille. Là, qui se passe à merveille pour moi et pour ce bébé. La sage-femme, elle est avec toi au moment où ton bébé naît, ou tu es restée seule jusqu'au bout? Non, je les ai appelés avec mon compagnon en disant là, elle arrive, quoi, vraiment, elle arrive. Et du coup, non. Et puis là, c'était bien qu'elle soit là parce que ma fille, elle était alors super enroulée de cordons autour du cou, autour des épaules, enfin vraiment. Et donc moi, si tu veux, je pouvais pas l'attraper. Je pouvais pas la prendre parce que c'était trop court. Donc la sage-femme, mais en, je sais pas, c'est des fractions de secondes. Oui, c'est très rapide. Elle a une manœuvre, et puis elle te la passe et voilà, t'as rien vu, rien compris à ce qui s'est passé. Ouais, mais et du coup, je trouve ça hyper intéressant là ce que tu dis, parce que c'est aussi ça quelque chose avec lequel on fait peur aux femmes, le cordon autour du cou, autour des bras, qui peut empêcher bébé de descendre, c'est très dangereux, blablabla. Et en fait, bon, pas du tout. Ça reste normal. Ouais, après, si tu veux, la sage-femme, elle savait que c'était rapide et que moi, je manifestais pas de... Elles sont très attentives à tous les signes que la femme renvoie en amont. Bébé peut avoir tellement de tours autour du cou qu'il peut effectivement ne pas sortir de façon naturelle. Par contre, elle s'en serait rendue compte. Elle s'en serait rendue compte avec un accouchement qui stagne, avec des douleurs au bout du bas du ventre pour moi, avec un cœur qui peut ralentir pour le bébé. Et là, je peux te dire qu'elles sont intransigeantes. C'est-à-dire que dès que elles ont un petit truc qui sort de la physiologie, hop. De toute façon, tout le suivi est fait en amont à l'hôpital. Tout le suivi, comme si j'allais accoucher là-bas. Et ils sont au courant qu'il y a une démarche d'accouchement à domicile, mais ils sont prêts à me recevoir. Tout est là, comme une femme qui va accoucher à l'hôpital. Donc c'est vrai que tu te sens hyper... c'est carré, quoi. Et elle, je savais qu'elle m'avait dit, voilà, au moindre truc, c'est pas, entre guillemets, pas vous qui allez décider, quoi. C'est moi qui déciderai d'un transfert. Donc, si le bébé naît rapidement et que, voilà, effectivement... Et je vais te dire, même pour cette troisième grossesse, la personne qui me faisait les échographies, le gynéco qui me faisait les échographies, je lui dis, mais vous pouvez savoir s'il a le cordon autour du cou déjà ou pas? Et il m'a dit, mais en fait, on se pose plus la question, parce que 2 enfants sur 3 ont un cordon autour du cou. Je lui dis, peut-être il l'aura, peut-être il l'aura pas, mais c'est pas grave. Et pourtant, il savait qu'il y avait une démarche d'accouchement à domicile, donc là, tu te dis, ah, mais même eux, ça les perturbe pas. Bon, voilà, c'est à nous de déconstruire aussi tout ça. Mais je trouve ça vachement bien de le faire parce que... il me semble qu'il y a quand même certains praticiens qui évoquent le fait que ça puisse être, ou alors en tout cas je sais pas si c'est de la part des médecins, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a chez les femmes cette peur éventuelle du fait d'avoir un cordon autour du cou qui pourrait étrangler le bébé, ce qui en plus n'est pas le risque en soi. C'est ça, et puis surtout ce qui est important à savoir, donc moi je voulais un clampage tardif du cordon. Pourquoi ? Parce que le bébé, tant qu'il est relié au cordon, même s'il est étranglé par son cordon, eh bien il est c'est pas par là qu'il respire. Voilà, c'est pas par là qu'il respire. J'en perds ma boucle d'oreille. C'est pas par là qu'il respire. Lui, il va prendre sa respiration après. Et ses poumons vont se développer à ce moment-là, mais c'est le cordon qui l'alimente. Donc un clampage tardif, ça veut dire que le bébé, quand il arrive, et ça a été fait pour ça, la nature est bien faite, avant qu'il y ait tout ce système obstétrical, si la maman, elle était sonnée et qu'elle pouvait pas attraper son bébé, le cordon, il bat encore plusieurs minutes. Donc il y a ce temps pour que quelqu'un intervienne, il y a ce temps pour que la maman prenne son bébé et lui enlève le cordon autour du cou. Surtout qu'on a une décharge d'adrénaline énorme quand il n'y a pas de péri, au moment de la sortie du bébé, non seulement pour le sortir, si jamais ça coince, on a cette décharge d'adrénaline pour vraiment le pousser, et en plus pour pouvoir être très réactif au moment de la naissance. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est par exemple mes yeux. J'avais l'impression d'y voir beaucoup mieux, parce que tu peux vraiment agir, tu vois, tu es pleinement en possession de tes capacités à ce moment-là. Après, tu
tu te laisses un peu aller. Mais sur le moment de la naissance elle-même, tu es très actif, en fait. Tu es vraiment très, très actif. Ouais. Et voilà, donc je pense que ça fait partie des choses à dire, à lire en amont, voilà, à écouter dans des podcasts, à lire dans des bouquins, à échanger dans des groupes de mamans, parce que tout ça, ça remet du « Ah ouais, il n'y a pas tout ça », parce que la maman, elle part déjà avec son bloc de peur, quoi. Donc on déconstruit. Oui, clairement. Il y a beaucoup de choses à déconstruire, mais ça en fait partie. Clairement. Et du coup, donc cette deuxième naissance qui se passe à merveille, et là pour le coup qui est beaucoup plus en accord avec ce que toi tu envisageais, dont tu avais envie. Exactement, et du coup la montée de lait le lendemain. D'accord. Parce que, oui, effectivement. Hein. Parce que t'es dans tes hormones, t'es dans ta maison, tu manges ce que tu veux, tu vas dans des toilettes qui sentent pas la javel, tu te douches avec ton savon qui va bien parce que t'as pas emmené ton petit savon pH neutre, machin, gna gna, truc pour rentrer dans les clous. T'as pas besoin d'avoir compté toutes tes serviettes de toilette pour ton bébé qui va te les ruiner les unes après les autres. Enfin, tu as une charge mentale qui est... si tu es bien accompagné par ton conjoint, ta sage-femme, tout ça, qui est quasi nul, alors qu'en mater, déjà, si tu as oublié un truc dans ta valise, pour peu que tu n'aies pas ta valise parce que tu l'as laissée dans la bagnole, enfin, plein de choses. C'est aussi ça, son pouvoir personnel, c'est que quand tu es chez toi, tu es toi-même. T'es toi-même, t'es toi-même avec ton bébé, et puis ton bébé, il est dans des microbes qui sont connus. Il est dans des bactéries qui sont connues, il est dans des odeurs qui sont connues. Donc tu as beaucoup moins ton bébé qui pleure, comme des fois les premières nuits à l'hôpital, parce que lui aussi il comprend pas en fait ce qu'il fait là. Finalement tout a changé alors que pendant 9 mois il a évolué dans un endroit qui était plutôt sécure pour lui. Donc ça c'est vraiment génial, quoi. Ça fait tout. Et quand j'ai écrit à ma sage-femme en lui disant j'ai la montée de lait qui est là. J'y croyais pas. Et elle me dit ouais, mais c'est comme ça quand c'est à domicile. C'est beaucoup plus facile. Oui, bien sûr. Quand il n'y a rien qui vient perturber en fait la sécrétion naturelle des hormones. C'est ça, exactement. Puis du coup ma fille, ma copine m'a ramené ma fille. C'était quoi, 3/4 d'heure à 1 heure après l'accouchement. Donc du coup elle m'a ramené ma fille et puis t'étais réunis, tu vois, il n'y a pas cette cassure de... Du coup elle a beaucoup mieux vécu, je pense aussi l'arrivée de sa sœur, parce qu'elle n'a pas été rejetée de l'endroit où maman a pu mettre. Et oui, c'est ça, où elle est séparée de sa maman pendant 3-4 jours, c'est ça. Elle n'a pas le droit d'y aller. Et oui. Donc, ouais, c'est vrai que ça c'est sûr qu'on en parle peu, mais pour un aîné ça peut être un peu... difficile à vivre et c'est vrai que déjà l'arrivée d'un autre bébé peut créer certaines émotions fortes pour un enfant. Si en plus ce bébé vole entre guillemets sa maman pendant plusieurs jours, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément l'idéal en fait pour la présentation de ces deux petits êtres, quoi. Et puis là, il y en a qui vont te dire « Ah ouais, non mais moi, heureusement que j'ai eu mon séjour à la mater, parce que mon grand, il était infernal et tout ça. » Non, parce que là, justement, pour eux, comme c'est naturel, il n'y a pas... voilà, oui, quand il y a ce séjour à la maternité et qu'il y a eu coupure, qu'il y a eu séparation, mais là, il n'y a plus de séparation. Elle allait jouer chez une copine, elle est revenue, sa sœur était là, elle l'a découverte. Du coup, le coucher, c'est super bien... Enfin, en fait, tout s'est passé comme si... tu vois, après, il y a eu de la jalousie les mois d'après. Rien n'a changé pour elle, il y a juste un bébé en plus. Voilà, c'est ça, il y a un bébé en plus, mais voilà, nous, on était là, les repas sont passés de la même façon, les couchers sont passés de la même façon, pas de perte de repères, en fait, tu vois. Donc, du coup, c'était beaucoup plus simple pour elle, quoi. Ouais, j'imagine. Voilà, bon, après, c'était pas la même. Là, maintenant, elle a 11 ans. Tu vois. Et oui, alors pour le coup, c'est un troisième petit être qui est venu vous rejoindre, mais qui a du coup un petit peu plus d'écart avec les aînés. C'est ça. Donc là, il fallait
amené une compréhension différente parce que elle avait des peurs pour le coup, tu vois, parce qu'à 11 ans, elle évolue dans la société dans laquelle on a des copines qui ont eu des petits, où ça c'est pas, enfin tu vois, au final tout va bien, mais il y a eu un peu de néonat, où il y a eu une césarienne, et puis elle regarde Famille Nombreuse à la télé, tu vois, donc ça conditionne un peu sur des trucs, hein. Et oui, c'est déjà, hein, ouais, ça commence à ce moment-là, c'est clair. Et puis elle est dans un changement hormonal, de corps de femme qui se dessine aussi. Donc c'était une autre compréhension. Il a fallu amener des choses plus concrètes, en parler plus concrètement. Elle a vécu ma grossesse aussi d'une façon très différente de petite. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de tabou à avoir. On discute de tout. Elles sont venues à la dernière échographie. D'autant plus que potentiellement, si elle le souhaite, elle vivra la même chose d'ici quelques années. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette conversation et ce discours très rassurant dès cet âge-là. De partager déjà les clés, tu vois. Pourquoi je choisis ça parce qu'elles sont très bien conscientes toutes les deux. D'ailleurs, la grande, elle me dit « Ouais, mais pour moi, t'as accouché en maternité. Léonie, donc ma deuxième, t'as accouché à la maison. Voilà, donc elle se dit « Pourquoi ?» Enfin, il a fallu amener déjà un petit peu les notions de pourquoi ces choix. Voilà, pourquoi ces choix. Ouais. Et puis après, on leur a aussi laissé le choix à elles. Est-ce qu'elles voulaient être dans la maison? Est-ce qu'elles avaient peur? Est-ce qu'elles savaient si elles avaient le souhait de venir carrément dans ma chambre, ou est-ce que et puis aussi dans l'autre sens, leur dire que peut-être moi j'aurais pas du tout envie de leur présence et que c'est pas contre elles, c'est comme ça pour que justement leur petit frère puisse arriver. J'avais besoin de me respecter et tout ça, donc on a abordé tout ça ensemble. Et puis finalement, c'est mon premier bébé qui est né la nuit. Donc écoute, ça s'est pas posé comme question puisque elle dormait. D'accord. Elle dormait et c'est rigolo parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis imaginée accueillir ce bébé la nuit et dans ma chambre au lieu de la salle de bain parce qu'on habite toujours au même endroit. Et tout s'est passé comme ce rêve. Alors, oui, est-ce que c'est le rêve qui a fait que ça s'est passé comme ça? Est-ce que c'est une prémonition de ce qui allait vraiment avoir lieu? Je sais pas. Mais c'était très doux, en fait, qu'elle se lève le matin et qu'il y ait ce petit frère qui soit là et que, voilà, là aussi, franchement, le quotidien, du coup, a repris le pas sur tout, quoi. Ouais, tout de suite. Et alors, du coup, donc troisième grossesse, tout se passe bien. Est-ce que tu refais du coup le suivi et tu envisages d'accoucher avec la même sage-femme ou est-ce que ça a changé entre-temps? Entre-temps, de toute façon, personne ne s'est installé ici de plus. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid et elle a eu beaucoup plus de demandes d'accouchement à la maison. Ça a explosé. D'accord. Ça a fait exploser ces demandes-là de personnes qui se sont rendues compte que ils n'avaient pas envie d'être dans quelque chose de trop médicalisé, de pas être mélangés à d'autres personnes, de respecter en fait ce cocon de la maison pour le bébé aussi après. Les violences obstétricales, tout ça, on a commencé vraiment à aborder ce sujet-là. Donc des femmes qui se sont dit non, moi je préfère être accompagnée individuellement et aller au bout de ma démarche de façon vraiment personnelle. Et donc j'ai recontacté notre super sage-femme Émilie et c'est elle qui nous a suivis à nouveau de façon un peu plus cool parce qu'elle nous connaissait, elle savait. Et ouais, ça doit être rassurant aussi. Voilà, ouais, carrément. C'est rassurant dans les deux sens là quand c'est une deuxième fois. Et puis j'ai eu une fin de grossesse un peu particulière parce que numéro 2 et numéro 3, j'ai eu une petite maladie de fin de grossesse, inhérente à la grossesse. Et là, à nouveau, il a fallu que je mette les pieds à l'hôpital le dernier mois, de façon très régulière, avec des bilans très réguliers. Et puis, je me suis à nouveau confrontée à cette suprématie des obstétriciens qui, donc un jour, je viens faire un bilan, m'ont dit, la sage-femme toute mignonne me dit, on se revoit, donc c'était vendredi, on se revoit dimanche pour le déclenchement. Pardon. Comment ça? Je crois que je ne suis pas au courant. Et oui, parce que ça fait partie d'un protocole qui est mis en place à partir du moment où on déclenche cette maladie. 38 semaines, on sort le bébé. Voilà. Peu
peu importe que tu sois à plus 1 d'étau ou plus 100 d'étau, c'est un protocole. Et moi, si tu veux, c'est vraiment cette vision-là de pas prendre la femme pour ce qu'elle est, dans son entièreté, physiquement, mais psychologiquement aussi, parce que c'était un moment de la grossesse qui était compliqué pour moi, par rapport à notre couple, par rapport à la venue de ce bébé. Il se jouait des choses très importantes au niveau de la psychologie chez moi. Et qu'on me dise ça, ça a tout fait voler, tu vois. Je faisais pleurer, ça me stressait énormément. Et donc, j'ai pris d'autres avis. Donc, les avis au niveau des maters sont toujours les mêmes, puisque c'est un protocole qui est en France. Mais par contre, qui dit protocole ne veut pas dire obligation. Et ça, beaucoup de femmes ne le savent pas. Ah bon, mais on a le droit de refuser tel truc avant ? Non, en fait, tu as tous les droits, sauf à partir du moment où ça engage la vie. Tu as même au-delà d'avoir le droit, c'est que tu as tous les droits et c'est à toi d'accepter les interventions qui te sont proposées. Normalement. Et c'est vrai que ça nous est jamais présenté comme ça. On nous dit il faut faire ça, donc voilà, c'est. Et c'est même si il y a ça. Un déclenchement. C'est comme ça, tu vois. Et là, à nouveau, révolte, quoi. Je me suis dit, mais ok. Bon, et du coup, ta sage-femme à domicile, qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à ça ? Alors, ce que j'avais en termes de maladie compromettait pas du tout l'accouchement à domicile. Puisqu'une fois qu'on accouche, c'est exit, il y a plus cette maladie. Mais par contre. Donc pour elle, pas de souci particulier à. Elle disait, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, pour eux non plus, si tu veux, eux, ils me disaient, si vous accouchez d'ici peu de temps, il n'y a pas de problème, vous accouchez à la maison. Mais si vous passez ces 38 semaines, il faut vous déclencher. Et finalement, j'ai pris des avis de sages-femmes qui m'ont dit, attends, du fait d'avoir le médicament qu'on me donnait, Métaux était devenu tout à fait acceptable. Il n'y a pas de souci pour le bébé, il n'y a pas de souci pour la maman, en tant qu'on sous médicament. Donc, ça serait bien d'avancer de bilan en bilan, savoir que ça se maintient, savoir que ça reste équilibré pour pas, voilà, je suis pas folle, pour pas qu'il y ait un problème ni pour moi ni pour l'enfant. Non, tout reste donc, en fait, sous contrôle. J'ai réussi. Voilà, tout reste sous contrôle. J'aurais accepté bien sûr ce déclenchement si les taux avaient été remontés ou qu'il y avait eu quelque chose, mais je voulais pas tout précipiter, surtout dans l'atmosphère dans laquelle c'était à la maison à ce moment-là, et pour moi intérieurement, je me voyais pas accueillir ce bébé à ce moment-là. Donc j'ai pris des avis de sages-femmes et de médecins généralistes qui sont tout à fait aussi capables de se prononcer, puisque c'est une maladie au niveau du foie, donc c'était pas quelque chose de gynécologique au départ. Et puis petit à petit, on a avancé d'une semaine sur l'autre, et voilà, et puis mon fils est né à J-6, donc clairement, il fallait pas que je dépasse le terme, sinon là, il m'aurait dit « Bon, vous êtes mignonne, mais là maintenant, on va vraiment vous déclencher. » Mais fallait tenir bon, et ça m'a usé, tu vois, cette fin de grossesse où il fallait se justifier de tout le temps, et puis, mine de rien, moi, j'avais quand même au fond de moi l'idée de me dire « Est-ce que tu fais le bon choix ?» Pas d'accoucher à la maison, mais de maintenir cette grossesse et de pas accepter ce déclenchement. Mais finalement, plus ils étaient dans cette suprématie, plus moi j'avais envie d'affirmer la mienne, tu vois. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais besoin d'eux, j'avais besoin de ces bilans, j'avais besoin de leur suivi, mais comme tu dis, j'avais besoin que ça soit de l'ordre du préventif, de l'accompagnement, et pas de on prend les décisions à votre place. Donc je me suis beaucoup reliée à mon bébé, beaucoup reliée à mon bébé, et à essayer d'être à l'écoute, quoi. Est-ce que toi tu veux sortir? Est-ce que toi tu veux traverser ça? Peut-être ton expérience de vie c'est de traverser ce déclenchement aussi. Est-ce que c'est notre chemin ou est-ce que ça l'est pas? Et j'étais vraiment portée intérieurement, non pas par ma volonté, mais par ce sentiment intuitif que on allait avoir cet accouchement qui était prévu pour lui comme pour moi, quoi, vraiment. Et donc à J-6, voilà, le soir, pas super bien, contraction qui commençait vraiment à tirer plus que d'habitude. Et puis à 11h, de 11h à minuit, j'ai fait les sympas en me disant est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, tu sais, t'es fatiguée, t'es en fin de grossesse, on t'a monté le bourrichon pendant un mois, t'es crevée. Et donc j'ai écrit à ma sage-femme et je dis écoute, je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est pas ça, mais
mais j'en peux plus, quoi. Elle m'a dit quand même, ça sent bon vu ce que tu es en train de me décrire comme mais aussi il se passe quelque chose. À mon avis, c'est que c'est lancé. Ouais, voilà, il se passe un truc certainement. Elle me dit, tu me réécris dans 1 heure et si c'est ok pour toi, je viens. Et finalement, j'ai réveillé mon conjoint en lui disant, écoute, là c'est parti. Mon stress, c'était qu'il n'y ait pas assez de chauffage pour l'arrivée de ce bébé, tu vois. C'était en février, donc à nouveau il faisait froid. Et du coup, je lui dis, tu mets tout à fond là, tu mets tout à fond. Je sais pas où je vais accoucher, j'ai rien décidé. Chauffe partout, tu vois. Et du coup, j'étais dans la salle de bain, on a mis le sèche-serviette, et d'où je reviens sur cette histoire du besoin de la chaleur. J'ai eu besoin de me coller à mon sèche-serviette, tu vois, pour que ça soit vraiment, tu sais, une chaleur enveloppante, quelque chose de... Ouais, tant que je le tenais, tant que je m'agrippais à ce sèche-serviette et cette chaleur-là, je savais qu'il pouvait rien m'arriver presque, tu vois, tellement ça me faisait du bien, ça m'aidait à gérer mes contractions. Et puis après, moi, j'ai complètement lâché le timing, on va dire. Je me rappelle plus de grand chose. Mais la sage-femme est arrivée à 3h30 du matin et j'ai accouché à 4h30. Et dans mon lit, et là, tu vois, comme j'ai accouché 2 fois à domicile, je témoignais de 2 choses. La première fois, j'avais confiance dans mon corps, j'ai tout laissé faire et tout a été nickel. Et cette 3e accouchement, tout ce que j'avais vécu au niveau psychologique et tout ça, je sentais que ça m'empêchait de me relier complètement à ce lâcher-prise. Vraiment, j'avais du mal d'être dans ce lâcher-prise. La sage-femme, elle me disait, mais lâche tout, décontracte-toi. Et j'avais beau dire à mon corps, vas-y, lâche, il y avait quand même des choses en moi qui me faisaient pas lâcher. Du coup, j'ai moins bien vécu cet accouchement-là parce que mon corps était tellement tendu. Pourtant, j'avais fait les mêmes choses qu'avant, j'avais été méga suivie à la fin par de l'ostéopathie pour bien ouvrir et tout. Mais j'étais tellement tendue par mes pensées, finalement, que du coup, j'ai eu beaucoup plus mal, j'ai eu du mal à trouver la position dans laquelle je voulais me mettre. Tu vois, mon corps, il n'avait pas ce feu vert que j'ai mis la 2e fois. Il l'avait pas de la même façon. Et ça s'est très bien passé. Il est né aussi bien enroulé de partout. J'ai pas pu attraper mes enfants, même en accouchant à domicile, tu vois. Mais la suite, c'est la suite. La suite de te retrouver chez toi, quoi. Oui, d'être toujours dans ton cocon et de pouvoir aussi accueillir ton bébé dans son cocon à lui aussi, quoi. Ouais. Et là, je l'ai même respecté encore plus parce que pour la 2e, t'as moins le coup de fatigue d'être chez toi, du coup, que d'être à la mater et de rentrer chez toi. Mais du coup, j'ai fait un peu trop vite des choses. Et là, j'avais dit à mon compagnon, vraiment, je vais rester dans mon lit, je vais coucouner, on va rester vraiment tous les deux. Et je l'ai beaucoup plus fait. Et pareil, la montée de lait, elle a été assez rapide aussi. Et puis surtout, des bébés qui sont, tu vois, qui t'aident bien, qui sont, je vais pas dire autonomes, mais presque. Tu sens qu'ils sont chez eux, quoi. C'est vraiment ça. Ils sont là, ils sont bien. Ouais, ils sont là, ils sont bien, ils sont sereins. C'est des bébés sereins. Ça, franchement, et je pensais pas parce que lui aussi, il avait quand même subi ces dernières semaines, tout ce stress, tu vois, que j'avais vécu. Ouais. Et pourtant, non, c'est des bébés sereins. La sage-femme, elle revient, elle te suit, elle vient tous les jours après. Et puis elle est joignable vraiment au moindre truc. Et elle constate aussi que c'est des bébés qui sont, tu vois, hyper sereins, ils dorment vachement. Tous les bébés qui viennent dorment beaucoup, mais d'un sommeil vraiment, tu vois, c'est pas pareil. Ouais, apaisé. Apaisé, ouais. Et apaisant, du coup. Et oui, donc une troisième naissance, 3e postpartum, où là tu as donc pris plus le temps, malgré des enfants plus nombreux, du coup, tu as pris le temps du coup d'accueillir vraiment ce bébé dans le calme, sans te précipiter pour reprendre justement toutes les tâches à faire en tant que maman avec les autres.
c'est vrai que déjà, la sage-femme, elle te briefe sur le fait que tu vas pas avoir ton plateau repas qui va arriver, tu vas pas avoir les horaires de visite, donc c'est à toi en fait de dire non, c'est à toi de créer ce cocon, c'est à toi de t'être fait un peu une idée de ce que tu allais vouloir après, et de mettre surtout plein de choses au congélateur. De préparer plein d'ingrédients hyper faciles à cuisiner, qui soient quand même bons pour ta santé et pour ce bébé. Faut pas manger que des pâtes cuites en 3 minutes, mais d'avoir anticipé tout ce cocon. Et c'est vrai que du coup, j'avais mis toutes les affaires de bébé déjà, tout était prêt autour de nous. J'avais des petites panières avec tout autour de moi. Vraiment, voilà, je pouvais être dans mon lit, j'avais mon petit plateau, ma tisane dans mon thermos, mon truc, les couches. Tu vois, j'avais pas à bouger. Et c'est mieux qu'à la mater où tu dois aller jusqu'à ton plan allongé, où t'es là, t'en peux plus, tu vas te lever et tout, c'est horrible. Là, j'avais tout j'ai un lit en 160, donc tu vois, dans mon 160, j'avais tout ce qu'il me fallait, des plaids pour bébé, s'il vomissait plus, hop, on changeait le plaid, tout était là, il y avait tout, tu vois, c'était le magasin de puériculture. Mais ça, c'est... Vraiment tout fait pour que tu ne te déplaces que quand tu as envie d'aller aux toilettes, quoi. C'est ça, exactement. Et ça vaut de l'or, quoi. Ça vaut de l'or parce que on oublie que après l'accouchement, ça y est, c'est lancé, quoi. Les nuits, la charge mentale que ça représente au niveau de la gestion de tous les enfants, tout ça, c'est lancé. Si t'as pas anticipé, tu te retrouves à faire des choses que ton corps n'a pas envie de faire, n'a pas l'énergie de faire. Et là, tu creuses ton déficit, quoi. Tu creuses ton déficit. Donc, c'est important d'avoir méga anticipé tout ce que tu peux anticiper, quoi. Oui, clairement, et d'être le plus serein possible, d'avoir à te poser de moins de questions de logistique, parce que c'est pas ça auquel ton cerveau va être dédié à ce moment-là, quoi. Non, pas du tout, et tu as beaucoup plus l'espace de le faire du coup quand tu es chez toi, parce que tu peux l'anticiper jusqu'au dernier moment, tu vois, quand les contractions se sont lancées. J'ai mis des serviettes chaudes sur le radiateur pour l'arrivée de bébé. J'ai allumé les lumières que je voulais, tu vois, moi, parce qu'en plus, quand t'es en train d'accoucher, t'étais pas à dire, allumer ta lumière, éteins celle-là. Donc j'ai pu, moi, déjà, créer l'environnement que je voulais à ce moment-là, dire à mon chéri, tiens, fais-moi chauffer de l'eau, comme ça, après, on n'a plus à s'en occuper, dans le thermos, il y a le truc. Voilà, c'est beaucoup plus doux. Et alors, est-ce que tes filles ont assisté alors à la naissance de... Ah bah non, c'est n'importe quoi. Cerveau postpartum encore. Non, il est né dans la nuit, donc non, elles l'ont découvert. Il est né dans la nuit. Elles l'ont découvert au réveil. Elles l'ont découvert au réveil, mais la grande m'a dit qu'elle m'avait entendue. Mais que... et tu vois, c'est trop drôle parce que la veille, j'en pouvais plus. Je disais, je veux vous avoir tous les trois, j'en peux plus. Et on sentait vraiment que ça se préparait. Et je lui ai dit, tu te rappelles pour les cris, si jamais. Et heureusement, parce que j'ai eu beaucoup plus de vocalises sur cette grossesse-là, sur cet accouchement-là, que les 2 précédentes, où il n'y avait pas eu du tout, franchement. Mais là, j'avais besoin d'extérioriser à chaque contraction. Et elle m'a dit, je t'ai entendue, mais tu vois, tu m'avais dit, donc pas de souci, je me suis rendormie. Donc ça a été ni plus ni moins que ça, quoi. Ouais, sereine. Et puis elles l'ont découvert. Alors au début, tu vois, elles étaient au bout du lit, elles voulaient pas s'approcher parce que il faisait tout petit, tu vois. Elles avaient peur de le casser. Mais le fait d'être à la maison, elles ont pu partir, tu vois, descendre, petit déjeuner, revenir, voir que moi j'allais bien, voir que leur papa, il tenait leur petit frère pendant que moi j'allais à la salle de bain, se mettre tous ensemble dans le lit. Ça, moi, les photos qui m'ont le plus marqué, c'est les premiers matins avec mes bébés à la maison, parce qu'on est tous ensemble, quoi. On est tous dans le lit, et puis... Tu vois, le temps, il s'est arrêté, quoi. Tu restes en pyjama toute la journée. Bon, là, c'était des vacances scolaires, il n'y avait pas à l'école, mais sinon, elle ne serait pas allée à l'école, tu vois. C'est vraiment, tu mets pause et là, tu profites, quoi. C'est profitage maximum de l'ocytocine. T'es encore blindé, donc. Il avait bien calé son jour de naissance, ce bébé, pour avoir toute sa famille avec lui. C'est ça. Et 3 enfants, 3 naissances des mercredis. Voilà. D'accord. Jour des enfants. Mais son raccord. C'est ça. Donc, c'est vraiment des expériences très, très différentes pour les 3. Et surtout, je pense que c'est ça, dans la matière, c'est vraiment, moi,
ma conscientisation, tu vois, le cheminement de ma conscientisation de tout qui s'est manifesté, quoi. De ta réappropriation de cet événement de ta vie, de ton choix d'en être pleinement actrice et d'en être l'actrice principale, hein. Et c'est chouette, c'est beau, et de voir que tout peut bien se passer, que il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, et pas simplement un accouchement, c'est pas simplement le corps qui exécute quelque chose. C'est aussi c'est d'avoir libéré ton état d'esprit par rapport à d'être tranquille par rapport à la façon dont se passent les choses, d'être sereine par rapport à ça. Ça permet au corps de faire ce qu'il a à faire sereinement lui aussi, quoi. Mais le corps, c'est la manifestation de nos pensées. Et tu vois, la preuve avec ce 3e accouchement où mes pensées étaient très préoccupées et où mon corps n'avait pas cette même liberté et cette même élasticité, j'ai envie de dire, tu vois. Moi, j'ai ressenti un passage de bébé beaucoup plus serré, fermé, beaucoup plus contracté, parce que les pensées qui m'ont accompagnée les jours, les semaines avant étaient beaucoup difficile à gérer, et le corps, il est la représentation de ça, donc d'où mettre du mouvement dans le corps pour se libérer aussi à l'inverse. Je ne peux qu'approuver ce message. Oui. Carrément. Et je voulais rajouter une petite chose qui me semblait importante. Souvent on entend les gens dire « Ah ouais, mais moi heureusement que j'ai été à l'hôpital parce que sinon mon accouchement ça aurait été une catastrophe à domicile ». On entend énormément ce discours. Il y a dans toutes les études qui ont été faites pas plus de soucis en fait à la maison qu'à l'hôpital. Il n'y a vraiment pas du tout on relève pas des chiffres catastrophiques à la maison, puisque les sages-femmes savent faire les transferts quand il faut les faire, et tellement en amont que finalement il se passe quasiment jamais de problème à la maison. Et aussi parce que si l'accouchement il s'est passé comme il s'est passé à l'hôpital, c'est parce qu'il a été induit par des gestes humains, souvent la plupart du temps, la péri, des épisios, forcer la maman à rester allongée. Et c'est ça qui engendre en fait un environnement peu propice en fait au bon développement de l'accouchement, du travail. Exactement. Donc ça c'était important de le rajouter pour terminer, parce que ouais, tu as tout à fait raison. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce syndrome de Stockholm de heureusement que les médecins étaient là, parce que sinon les choses se seraient mal passées. Mais et c'est pas une volonté évidemment du personnel médical de faire en sorte d'envenimer un petit peu le processus, mais c'est parce que l'environnement est pas propice à ce que le travail progresse correctement, parce que ça permet pas de sécréter les hormones correctement, parce que ça ralentit un petit peu la progression du travail, que du coup on va proposer de faire accélérer avec des hormones de synthèse. Et puis là, à partir du moment où en fait on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est un enchaînement de choses qui du coup en fait qu'on a du mal à arrêter. Quand ça a commencé à être médicalisé un petit peu, c'est la roue libre, et il y a beaucoup de choses qui peuvent s'enchaîner à partir de là, et de plus en plus d'interventions. Donc heureusement que les médecins sont là pour effectivement accompagner les pathologies, mais finalement si on laissait beaucoup plus le travail se faire naturellement et dans un environnement qui est beaucoup plus propice à la sécrétion des hormones que une chambre d'hôpital, il y aurait peut-être aussi de manière généralisée beaucoup moins d'interventions c'est ça. Dans les maternités. Il faudrait que toutes les maternités soient des maisons de naissance, en fait. Ouais, exactement, parce que ça, on peut constater d'ailleurs en maison de naissance, quoi, que ça se passe bien. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi.
Un rappel très important, Pauline. Merci pour ces précisions. Et puis, un grand merci aussi pour voilà, ton témoignage de ces 3 accouchements, ces 3 expériences différentes, mais et puis aussi de ton cheminement de pensée, de ce qui t'a emmené à faire ces choix, ce qui t'a amené à te reconnecter avec toi-même. Je trouve ça hyper intéressant et très inspirant. J'espère qu'on va pouvoir diffuser ce message, tu vois, à des femmes qui se posent la question, voilà, comment appréhender un accouchement à domicile, ou alors changer de projet d'ailleurs pour partir là-dessus. Je le souhaite au plus grand nombre. J'ai plein de copines du coup, enfin quelques-unes qui ont suivi ce chemin-là et qui m'ont dit mais waouh quoi, c'est tellement fort, c'est tellement puissant comme expérience que ouais, on a tout envie d'en parler. Après, on a envie de pouvoir donner l'envie. Ouais. Exactement. Et ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, il faut des précurseurs. Donc merci à toi d'avoir expérimenté ça pour et déjà donc pour ta deuxième, c'était il y a 7 ans, c'est ça? Ouais, c'était il y a même 8 ans en décembre là, tu vois. 8 ans en accouchement à domicile, c'était effectivement pas très démocratisé, je pense. Donc t'as en quelque sorte un peu ouvert la voie. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. À très bientôt, Pauline. Oui, à bientôt, Sarah. Merci beaucoup en tout cas. C'était un très bon moment avec toi.